Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans Histoire de femmes, le podcast qui regorge de récits pour nous inspirer et nous sensibiliser. Histoire de femmes est produit par RBK Media, un média libre et indépendant. Comme vous le savez, le mois d'août est consacré à un sujet intime, mais à la fois universel et complexe, un amour qui dure. Nous avons voulu comprendre comment certains couples durent dans le temps, dépassent les crises, dépassent la routine, dans une société où un couple sur deux divorce aujourd'hui. Et donc, j'ai l'honneur d'avoir Isabelle avec moi, qui me connaît depuis que je suis née, ou dans le ventre de ma mère. Tout à fait. Et qui est depuis combien d'années avec Régis? Ça fait combien d'années que vous êtes 36 ans. 36 ans avec Régis, et ils ont tous les deux 20 ans d'écart. Donc on va commencer par la rencontre. Quand tu as rencontré Régis, quel âge aviez-vous? J'avais 25 ans, il avait 45 ans. Il n'avait jamais été marié, il n'avait pas d'enfant, moi non plus d'ailleurs. Et nous nous sommes rencontrés en politique. Lui, il était militant, comme moi-même, engagé à Marseille. Et nous nous sommes rencontrés comme ça. Et de suite, ça a matché, comme on dit maintenant. Il s'est passé quelque chose et j'ai été éblouie par cet homme. Moi, j'avais un faible... Bon, on n'a pas les mêmes critères, hein, on n'a pas les mêmes âges pour Robert Redford. Et les blonds aux yeux bleus, à Marseille, c'est très rare. Et quand je l'ai vu, j'ai craqué, quoi. Voilà. Tu as eu un coup de foudre. J'ai eu un coup de foudre. Quelle a été ta première réaction en découvrant son âge? D'abord, il ne faisait pas son âge. 45 ans, il faisait un peu plus de 38 ans. Et au début, j'étais un peu... on a mis du temps quand même à entrer dans la relation. Ça s'est fait par personne interposée, il a essayé de me rencontrer. Moi, je me demandais ce que cette personne me voulait et j'étais un peu distante. Je me suis mis en mode observation. Et puis après, on s'est rencontrés, on a dîné ensemble et on a trouvé beaucoup de points en commun, tous les deux. C'était un grand sportif à l'époque. Il aimait beaucoup voyager et on aimait l'art, on aimait l'opéra et ça faisait beaucoup de choses en commun, énormément. Est-ce que tu as eu des doutes et des craintes, du coup, par rapport à cet écart d'âge? Lui n'a pas eu de doute, mais moi non plus. Je me suis lancée dedans. Je n'ai pas écouté, bien sûr, ma mère qui m'a dit... Justement, comment l'entourage a réagi? Alors, mes parents n'étaient pas très pour, bien sûr. Ma mère m'a même foutu dehors de la maison. Elle m'a lancé les affaires par la fenêtre. Et je suis allée vivre avec lui dans un studio. J'avais déjà, à 25 ans, une assez forte personnalité. Et pas grand monde n'arrivait à me faire entendre raison. Malgré ce que me disaient mes amis et la famille, j'ai continué dans cette logique et dans ce plan dans lequel je m'étais lancée. Mais je ne savais pas au départ que je me marierais, et pour moi c'était juste une relation qui démarrait. Voilà. Et est-ce que tu as souffert de jugements ou de stéréotypes? Non, parce que je pense que j'apportais chaque fois quelque chose, que ce soit dans ma belle famille ou dans les amis de mon mari. Moi j'étais la jeunesse, j'apportais de la fraîcheur et je donnais une autre dynamique à tout ce petit monde. Et comment avez-vous appris à vous affirmer vraiment en tant que couple? Parce qu'au début tu disais que voilà, vous avez commencé comme ça, tu ne pensais pas que tu te marierais par la suite. Comment vous êtes affirmé réellement? À un moment donné, on a dit il faut que nos familles se rencontrent. Et nous à l'époque, c'était très... Parce que du coup, ta mère t'a mis dehors, et donc après, comment t'as fait pour rattraper le... J'ai fait en sorte qu'on se réunisse à la montagne, qu'on se voit sur un terrain neutre, pas sur Marseille. Et ça a permis à ce que mes parents le connaissent et qu'ils se rendent compte que c'était pas qu'un vieux beau, et que c'était quelqu'un qui était chef d'entreprise, qui travaillait, qui avait des valeurs et qui correspondait bien au beau-fils que pouvaient avoir mes parents. Et donc, quels ont été les principaux obstacles?
Les obstacles, au début, je ne les ai pas vus. Et puis, il s'est avéré que sur les 15 premières années, nous n'avons pas eu de problème personnel. Et puis, les choses ont fait que moi, j'ai perdu ma mère aussi très jeune, à 30 ans. Et ça nous a encore plus... comment dire Soudés, oui, je cherchais le mot. Ça nous a soudés dans le malheur, aussi bien lui dans les deuils qu'il a eu dans sa famille et moi-même dans la mienne. Ça nous a rapprochés encore plus. Et en fait, cet homme, Régis, mon époux, pour moi, incarnait vraiment tout ce dont j'avais besoin à cette époque, c'est-à-dire un mari. Ma mère avait une très grosse personnalité, c'était quelqu'un de très clivant et de très autoritaire. Et c'est elle qui portait le pantalon dans le couple de mes parents. Et j'ai eu un père, on ne peut pas dire absent, parce qu'il était là pour moi, mais qui n'avait pas le rôle du père. Et je pense qu'avec le recul, souvent les gens qui épousent quelqu'un qui ont 20 ans de plus, ce sont des gens qui sont orphelins, qui ont perdu un parent. Mais moi, ce n'était pas le cas, mais j'avais cette image forte de la mère qui n'était pas représentée chez le père. Donc, mon époux Régis représentait le mari, il représentait un père, il représentait un frère, beaucoup de choses en fait. Est-ce qu'il y a eu des différences de rythme et de vision ? Donc au départ, j'imagine que non, mais par la suite ? Par la suite, oui. Au début, on a mangé la vie à 100 à l'heure. Et après, la maladie est entrée dans notre vie, comme dans tous les couples. Et j'avoue que le pauvre, il n'a pas été aidé au niveau problématique. On lui a posé très tôt une prothèse à la hanche parce qu'il a eu un accident de voiture. Et après, il y a à peu près 18 ans, il nous est tombé dans notre couple cette maladie qui est la bipolarité, qui est une maladie sournoise qui arrive comme ça d'un coup, sans prier garde, et qui déstabilise le couple et qui met en danger le couple. Et c'est là où on se rend compte vraiment qu'il y a de l'amour, parce que pour être là, pour le porter comme je le fais, pour moi c'est la plus grande preuve d'amour que je peux lui donner. Et donc qu'est-ce qui vous a unis dans le temps ? Qu'est-ce qui nous a unis dans le temps ? Je pense que mon mari est très intelligent, très cultivé aussi, et qu'il a compris que j'étais une femme assez indépendante. Moi je suis Verseau, mon signe, donc le Verseau a besoin de liberté. Il ne faut pas le mettre en cage. Il m'a laissé faire mes expériences, mes propres expériences, me planter même quelquefois, puisque je n'écoute pas, mais me planter bien, sans airbag. C'est-à-dire te planter bien sans airbag. C'est-à-dire me prendre des murs, c'est-à-dire me tromper sur des personnes, me tromper sur des gens, me tromper dans ma vision de voir les choses. Il m'a laissé... il n'a pas été peut-être un Pygmalion parfait, mais il m'a laissé vivre ma vie comme je l'entendais, choisir le choix de mes amis, partager ensemble quelquefois des moments agréables, et après que ces personnes s'en vont, sortent de ma vie, et il me voyait déçu, et il m'avait dit je t'avais prévenu mais tu n'écoutais pas, donc voilà. Et c'est ce qui a fait en sorte, je pense, pour moi, mon père m'a dit un jour, tu as trouvé l'homme idéal qui te convenait, il te fallait quelqu'un qui te laisse tranquille. Oui, il me laisse tranquille, oui. C'est un soutien très important, mais en même temps, il te laissait très libre de faire ce que tu souhaitais, quoi. Oui, ce que je souhaitais, mais il sait que je suis là et présente, et n'importe quoi qui arrive, c'est ma priorité dans la vie. Nous n'avons pas eu d'enfants, c'est pas par choix. On ne connaissait pas à l'époque, quand j'étais jeune, l'endométriose, et je pense que j'ai eu ce problème jeune, et j'ai eu beaucoup de soucis gynécologiques qui ont fait que je n'ai pas eu l'enfant voulu au sein de notre foyer. Et un ami ostéopathe, un très bon ostéopathe marseillais qui est sur la Corniche, m'a dit un jour, toi tu n'étais pas fait pour être mère, tu es fait pour être tutrice, c'est-à-dire pour aider les autres et les porter.
Je crois que c'est mon rôle. Et dans la vie, si on me lève l'aide aux autres que je peux apporter, pour moi, je meurs. Mon mari, d'ailleurs, m'appelle Sœur Teresa. C'est peu dire. Donc vous avez 20 ans d'écart, Régis et toi. Comment cet amour qu'il y a entre vous évolue au cours du temps ? Pour avancer ensemble dans une vie de couple, il faut accepter les différences de l'autre. Et il faut que les différences soient un rajout supplémentaire au couple. Il faut beaucoup de patience et il faut des moments à soi. Des moments où on dit pendant 1 heure, on bloque, on ne se parle plus, on s'isole chacun de son côté. Toi, tu ouvres un bouquin, moi je regarde mes mails ou je suis sur les réseaux à regarder ce qui se passe dans le monde. Il faut se couper et se retrouver soi-même pour un peu plus après se retrouver encore mieux. Et moi, quand je pars 1 semaine en Corse et que je laisse 1 semaine, au bout de 3 jours, bien sûr, il me manque, mais quand je reviens, je suis boostée et je reviens en pleine forme parce que je me suis occupée de moi-même. C'est s'occuper de soi le plus important. Et donc du coup, comment il a évolué au cours du temps, cet amour ? Parce qu'au début, donc, vous étiez très fusionnel, c'était l'amour passionnel, le début, et au fil du temps, quels ont été les changements au cours des années ? Et comment vous êtes arrivé à dépasser les obstacles ? Je ne veux pas que vous pensiez que je suis une Wonder Woman, mais je porte le couple maintenant. En vue de son âge, en vue de sa maladie bipolaire, et maintenant il nous est tombé à tous les deux aussi, il a une dégénérescence de la rétine de l'œil, donc j'ai été obligée de vendre sa voiture, il devient presque aveugle, c'est très compliqué. Je suis à 100% pour lui et je fais le maximum pour lui, et c'est vrai que c'est pas évident tous les jours, c'est pas facile, mais on est là, on est dans un chemin de vie et j'irai jusqu'au bout avec lui et je le porterai jusqu'à la fin. C'est beau. Du coup, vous avez jamais pensé à vous séparer au cours de toutes ces années ? J'y ai pensé à un moment, oui, j'ai eu des doutes, j'y ai pensé, mais quand je vois autour de moi, dans ma propre famille ou dans mes amis, les gens se sont séparés, se sont quittés. Et j'ai beaucoup de femmes brillantes, intelligentes autour de moi, des femmes belles aussi, et qui se retrouvent seules, d'abord parce qu'il y a plus de femmes sur Terre que d'hommes, mais c'est difficile de rencontrer un compagnon, c'est difficile. Un homme d'un soir, c'est très facile, mais un homme toute une vie, c'est pas évident. Et donc, quel conseil tu donnerais justement à ces femmes-là pour qu'elles rentrent dans une vraie relation avec un homme ? Je pense déjà, Et pour que ça dure. Et quel conseil tu donnerais au couple justement pour qu'il dure cet amour, qu'il dure ? C'est très difficile de conseiller. Hein. Toi, selon ton expérience et ta vie. Selon mon expérience, ma vie, il faut déjà bien cerner la personne, il faut partir, il faut vivre ensemble, hein, parce que le quotidien, se voir un week-end sur 2, c'est pas là où on cerne les gens. Il faut commencer à partir, à vivre ensemble 1 semaine et voir comment est la personne dans un autre élément que le sien, arriver à le cerner, et surtout, s'il n'y a pas d'amour du départ, ça ne peut pas durer. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il a une belle voiture, ou parce qu'il est avocat, ou parce qu'il est médecin. Il faut aller dans la profondeur, il faut chercher au plus profond. Et moi je dis tout le temps, ça s'appelle le palpitant. Si le premier jour qu'on voit la personne, on n'a pas le cœur qui bat, c'est pas la peine, ça ne durera pas dans la longueur. Je pense comme toi. C'est ton avis et c'est le mien aussi. Mais du coup, quand il y a des couples comme ça qui ont donc une famille mariée avec des enfants ou pas, et qui rencontrent des difficultés, qu'est-ce que tu leur conseillerais, toi ? Avec les enfants, c'est compliqué de donner mon avis parce que je n'en ai pas eu. Non, mais tu vois, quand ils sont... Les enfants, c'est la base de la famille et c'est très important. Et je trouve qu'à notre époque, on les mêle beaucoup aux problèmes personnels des adultes. Nous, quand on était jeunes, que ce soit dans les discussions en famille, on nous disait maintenant vous allez vous coucher et vous sortez de la pièce.
les conversations d'adultes restent entre adultes. Ce ne sont pas des adultes, même si un cerveau d'enfant de 10 ans par rapport à mon époque est beaucoup plus évolué. Il a son âme d'enfant et ça reste qu'un enfant. Donc déjà, éviter les problèmes, les bagarres, les histoires familiales devant les enfants, les protéger, parce que c'est l'enfant qu'il faut protéger au maximum. Et surtout, faire des choses en famille, voilà, du sport en famille, aller faire des balades en famille, voilà, on ne fait pas des choses seules un peu partout. On a besoin de temps pour soi, mais on a besoin de aussi sacraliser aussi. Oui, la famille, c'est moi, j'étais tout le temps avec mes parents, ils m'ont appris à skier, ils m'ont appris à nager, et ça c'est des souvenirs qui restent ancrés en moi, c'est très important. Et donc s'il y a un couple donc là, qui est en crise, donc s'il n'a pas d'enfant, qu'est-ce que tu lui conseilles pour passer cette crise? S'il n'a pas d'enfant, c'est plus compliqué. Toi, qu'est-ce que tu faisais? Ben moi j'étais l'enfant, non c'est pas je rigole. Je rigole. S'il n'y a pas d'enfant, c'est dur parce qu'il y a le regard des autres, c'est certain, c'est pas facile. On dirait que quand on est une femme et qu'on n'a jamais eu d'enfant, on reste toute sa vie une princesse immature, pas du tout. Hein, je ne me sens pas immature, j'ai 60 ans et je sens bien mes 60 ans et je suis bien ancrée dans mes 60 ans et je fréquente beaucoup de gens qui sont plus jeunes que moi, j'écoute les femmes, ces femmes engagées, ces femmes jeunes, ces quadras, celles qui sont divorcées, qui sont avec un enfant seul et qui ont des problèmes d'argent, des problèmes de violence quelquefois aussi, avec des maris violents. C'est pas facile dans notre société d'affronter tout ceci. Et je trouve que les femmes maintenant, par rapport à mon époque, c'est des guerrières, c'est des Wonder Woman, mais elles ne se soutiennent pas assez entre elles. Voilà, moi c'est ce que j'ai vu dans ma vie de tous les jours. Je trouve que les femmes ne se soutiennent pas, elles deviennent comme des hommes, il y a quelques années. Donc, si j'ai un message à dire, c'est aider les femmes. Il faut qu'on se soutienne, parce que sinon c'est pas possible. C'est la femme qui met au monde l'enfant, et c'est elle qu'il faut protéger en premier. Donc pour répondre à ta question, comment faut-il faire dans un couple je pense que si on n'y arrive pas, il faut aller s'aider. Il y a les psys qui font ça très bien. Il n'y a pas de honte à aller voir un psy. Je pense que les amis, la famille, ils sont trop impliqués dans l'histoire et ils ne sont pas neutres. Donc c'est très bien d'aller voir une personne, d'aller se confier. Surtout nous les femmes, on a cette tradition, on arrive beaucoup plus à parler que les hommes. Un homme, quand il arrive chez un psy, il a un énorme passif derrière. Nous déjà, on s'est engagés auprès de nos amis, de nos familles, à sortir ce qui est au plus profond de nous, donc ce n'est pas un problème. Donc l'aide d'un praticien, c'est important, oui. Et toi, quand tu vivais des crises avec Régis, du coup, qu'est-ce que tu faisais en tant que femme? Tu vois, quand il y a eu des moments de doute, quand il y a eu des... Je suis allée voir un psy moi-même. Tu es allée voir un psy? Oui, je suis allée voir un psy, j'ai pas fait une analyse, comme on peut dire, parce que moi, quelqu'un qui est en face de moi, qui m'écoute et qui ne me répond pas, ça ne m'intéresse pas, donc il faut qu'il y ait un échange, c'est important. Ouais. Je suis allée voir un psy et qui m'a expliqué pourquoi je suis avec quelqu'un de 20 ans de plus, pourquoi je reste, pourquoi c'est dur quelquefois, qu'est-ce qu'il faut que j'essaye d'arranger, c'est des petits réglages en fait, voilà. Donc toi, tu penses que quand il y a une grosse crise dans un couple, on se règle et on ne coupe pas la communication? Non, pas du tout. Il y a des tempêtes dans les couples, il y en a eu plein. Mais je pense que tant qu'il y a du langage et qu'on arrive à se parler, c'est pas encore perdu. Même si on se dispute. C'est quand on se dit plus rien et qu'on se retrouve tous les deux sur le téléphone et qu'on se parle plus quand on va au restaurant. Là, c'est qu'il y a une cassure et que c'est foutu. Quand tu regardes autour de toi, que penses-tu des couples aujourd'hui dans la société actuelle? Et on terminera par cette question. Je pense qu'on vit l'amour maintenant comme on zappe des chaînes avec une télécommande. Les réseaux sociaux ont fait beaucoup de mal. Ils isolent les personnes et ça les met dans une grande solitude. Je ne sais pas s'il est possible de faire marche arrière, mais se faire livrer de la nourriture à la maison, regarder des films en streaming, regarder les réseaux sociaux,
pour moi, ça isole et ça permet à la personne de rester chez soi et d'avoir tout ce dont elle a besoin à proximité. Il faut, à un moment donné, couper. Je sais qu'aux États-Unis, ça se fait. Ils font des cures de désintoxication de réseaux sociaux, c'est-à-dire laisser les téléphones à la maison, ne plus bouger et partir s'évader un peu et se rendre compte qu'il y a la vie, quoi. Il y a la nature dehors et bouger. On est dans une société individualiste où il faut, je pense, aller plus vers l'autre. Il y a beaucoup de gens seuls, énormément, et ils ne demandent qu'à être mis en relation avec d'autres. Merci beaucoup Isabelle. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, toi, personnellement, maintenant, avant qu'on termine ? Je vais vous citer les paroles d'une chanson d'Édith Piaf. Tu peux nous la chanter en même temps ? C'était une grande amoureuse. Et j'ai pris quelques phrases de sa chanson. Et pour moi, ce sont les phrases les plus importantes. À quoi ça sert l'amour ? L'amour, ça ne s'explique pas. C'est une chose comme ça, qui vient on ne sait d'où, et vous prend tout à coup. L'amour fait souffrir, l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer ? À nous donner de la joie, avec des larmes aux yeux. C'est triste et merveilleux. Et si on n'avait pas tout ça, on avait vécu pour rien. Il y a eu un premier, il y aura un dernier. C'est toi que je voulais, c'est toi que je ne veux plus, c'est toi que j'aimerais. Ça sert à ça, l'amour. Et je rajoute dans la vie, si j'ai un conseil à donner aux femmes, je l'avais dit à une jeune femme qui s'est mariée il y a quelques années, pas tous les hommes sont faits pour être maris. Il y a le syndrome de Casanova qui est bien sûr connu, mais il y en a qui sont faits pour être amants. Je veux dire, n'épousez pas un amant, il sera amant toute votre vie, donc vous aurez des problèmes toute votre vie. Prenez un homme qui peut être le père de vos enfants, celui qui vous respectera tout au long d'une vie. Voilà. Le sexe, c'est important, mais avec le temps, ça passe. Et après, on se retrouve avec une personne qui n'est pas à la hauteur de ce que l'on voulait. Donc il y a des hommes qui sont des amants et des hommes qui sont des maris et des pères de famille. Je pense. Après, s'il y en a qui ont rencontré un homme qui fait le père, l'amant, qu'elle me donne son numéro de téléphone, je prends. Des études montrent que les couples qui ont un écart d'âge entre 0 et 3 ans ont un faible risque de se séparer. Les couples qui ont entre 4 et 6 ans ont plus de chances de se séparer. Et les couples qui ont plus de 7 ans d'écart d'âge ont un risque entre 35% et 95% de se séparer. Et les couples qui ont plus de 20 ans d'écart ont plus de 95% de chances de se séparer.